Commençons cette nouvelle saison avec les 2 petites cités de caractère du territoire. Pour ce premier épisode, direction l'Hervaudet Val du Thouet, au nord de la Gâtine Poitevine. Le concept de petite cité de caractère est né au milieu des années 70 pour valoriser les communes dites atypiques autour d'un objectif, la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. En Gâtine Poitevine, seuls Hervaux et Saint-Loup sont porteuses du label. Située au bord du Thouet, Hervaux présente un patrimoine riche et varié. En se perdant dans les rues médiévales, on y découvre de nombreuses curiosités. Pour en découvrir quelques-unes, on programme une visite en compagnie de Sabine Prado, responsable du service patrimoine à la ville d'Hervaux. Première halte dans un très bel havre de paix, classé monument historique, surplombant le centre-bourg. On se situe au vieux château d'Hervaux. Alors c'est un château du XIIIe siècle qui a été construit sur le coteau nord de la ville et il domine le bourg. Alors on attribue sa construction au vicomte de Thouars, donc il avait un rôle défensif à cette époque-là pour protéger la cité. Alors la cité médiévale d'Hervaux dépendait de Thouars et le château a été construit ici pour protéger la cité et l'abbaye qui se trouve en contrebas. Alors c'est un château qui a une forme carrée, qui a un plan typique des constructions médiévales avec une enceinte et des tours d'angle. On pénètre dans l'enceinte du château par la grande tour-porte. Et puis aux angles, on trouve des tours et la particularité de ces tours qui en fait un château rare, c'est que les tours sont posées sur l'enceinte. Et c'est quelque chose que l'on trouve très, très rarement. Il reprend l'architecture médiévale de l'époque avec un système défensif, des archères, des hourds, etc. Et puis, on trouve à l'intérieur de l'enceinte le logis seigneurial, aujourd'hui qui est daté du XVe et XVIe siècle, mais il y avait bien un logis seigneurial dès le XIIIe siècle. Le vieux château tout juste racheté, son propriétaire s'attache à le faire découvrir le temps d'une ou plusieurs nuits. Si vous êtes de passage à l'été, notez qu'il est ouvert tous les dimanches de 16 à 20 h et qu'une dégustation de produits locaux y est proposée. Après une bonne heure dans la cour du château, on se décide à redescendre dans le bourg par les ruelles. Direction la cour du musée Jacques Guidez, qui hébergeait autrefois l'abbaye des Chanoines. On se trouve dans l'ancienne abbaye d'Hervaux. Elle est située donc en contrebas du château, en plein cœur de ville. C'est ici que vivaient les moines au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Alors les moines vivaient dans toute cette partie, donc là on a les bâtiments conventuels. Donc c'est là où les moines stockaient les denrées alimentaires et autres cultures. C'est aussi ici qu'ils faisaient leur jardin médiéval pour se nourrir. En contrebas, on a les salles souterraines, donc c'est là où ils stockaient leur nourriture. Et de l'autre côté de la rue, nous avons l'église abbatiale, et donc c'est là-bas qu'ils allaient faire leurs prières. Ils étaient une douzaine, donc c'est pas très gros. Par contre, l'abbaye était grande puisqu'elle faisait presque un tiers de la ville médiévale. Donc c'était une grande abbaye pour une petite communauté. Alors aujourd'hui, nous avons le musée municipal Jacques Guidez qui abrite une collection d'objets ethnographiques d'art populaire avec des expositions temporaires tous les ans dans le grand bâtiment qui est derrière. On peut voir encore aujourd'hui la chapelle de l'abbé, l'ancien logis abbatial, le cuvier, donc ce grand bâtiment où étaient stockées des denrées alimentaires, et puis une des 2 portes de l'abbaye. Le musée municipal Jacques Guidez propose toute l'année des animations pédagogiques à l'attention des groupes scolaires. Elles permettent aux enfants de découvrir les coutumes et usages d'autrefois, ainsi que l'architecture de la ville. Le musée est ouvert tous les après-midi durant l'été. L'entrée y est libre et gratuite, tout comme les jardins attenants. Comme l'a évoqué Sabine, les moines de l'abbaye faisaient leurs prières dans l'église abbatiale Saint-Pierre. Direction maintenant ce bijou d'architecture à la rencontre de Serge Rousseau, président des Amis de l'abbatiale Saint-Pierre et, comme il aime à le dire, organiste amateur pour l'orgue de Saint-Loup et d'Hervaux. Il nous présente un instrument un peu particulier, l'orgue à cylindre,
qui n'a pas toujours fait l'unanimité auprès de l'Église et son plus haut représentant. Achetée à Mirecourt vraisemblablement en 1840, elle est arrivée en 1839, je pense exactement. C'était fait pour donner l'impression dans cette grande nef d'Hervaux qu'il y avait un grand orgue et un grand organiste. Parce que c'est un organiste qui ne fait jamais de faute quand il tourne la manivelle. À cette époque, l'orgue n'accompagnait pas les gens qui sont dans l'église, les fidèles. Il jouait en alternance avec les chantres qui étaient au lutrin dans le chœur. Il avait été ensuite transformé en orgue non à manivelle, en orgue manuel normal. On avait donc allongé le clavier, on avait fait des choses comme ça. Il a servi d'orgue à accompagner les fidèles, cette fois, pendant, je pense, un siècle. Et puis, vers 1950-60, c'était les années où on commençait à remplacer les instruments par de l'électronique. Il a été abandonné jusqu'au moment où il a été protégé par les monuments historiques, donc déclaré intéressant d'un seul coup, alors qu'on l'avait oublié. Et puis, on l'a ramené dans son état au cours de 2 restaurations. On l'a ramené dans son état primitif, à manivelle, et on l'a descendu pour que cet instrument puisse à la fois accompagner les fidèles en cas de besoin, d'autre part, devant les touristes, c'est ce qui arrive le plus souvent, faire des démonstrations de cet instrument. Ici, ça a été une expérience très intéressante que de participer à la restauration de cet instrument parce que voilà, j'étais vraiment dans le domaine de l'inconnu. Plus ça va, plus je découvre et puis quelquefois en compagnie des facteurs d'orgue ou en compagnie de connaisseurs qui viennent ici, qui assistent et puis qui me disent « mais vous savez ». Et voilà, on apprend des choses tout le temps. Sur les 12 cylindres que comptait l'orgue à cylindre, 4 ont disparu. Si jamais un chez vous sert de pied à lampe, n'hésitez pas à le faire savoir et à lui redonner sa noble fonction première. Après cette démonstration, sortons de l'église pour un arrêt non loin, abrité par un lieu bien connu des Hervaudais. On se trouve sous les halles qui ont été construites au XIXe siècle, à l'emplacement des anciennes halles médiévales, donc au même endroit. Et ces halles abritent toujours un marché hebdomadaire le samedi matin, donc elle a toujours sa fonction commerçante. Les habitants et les touristes aiment venir faire leur marché. Et puis c'est aussi un lieu où l'on voit régulièrement des cyclotouristes faire une pause, pique-niquer, voilà, prendre le temps avant de repartir sur les routes de la Vélo française. On reste sur la place Saint-Pierre pour terminer notre visite guidée avec la rivière souterraine. L'eau qui y coule vient du ruisseau Saint-Pierre depuis le coteau nord de la ville. Le cours d'eau ruisselle en souterrain de la rue des Halles jusqu'au Toué. Aujourd'hui, c'est un site touristique qui est très visité, mais au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, c'était un lieu qui était fréquenté par les habitants, puisque c'est ici qu'ils allaient chercher l'eau dont ils avaient besoin. C'était la principale source d'eau pour les habitants. Donc aujourd'hui, la fontaine est souterraine, mais elle n'était pas complètement souterraine à l'époque, puisque seule la partie qui est au fond, où se trouve le puits, où les habitants allaient chercher l'eau, seule cette partie-là était protégée pour que l'eau reste propre. Et puis c'est au XIXe siècle que la municipalité a décidé de voûter complètement ce site-là pour éviter les chutes notamment, puisque le niveau du sol à l'extérieur ne faisait qu'augmenter. Et donc, il y avait des accidents. Donc, pour protéger la population, la fontaine a été complètement fermée et est devenue presque invisible de l'espace public. Donc, on y accédait par un escalier. C'est l'escalier que l'on emprunte encore aujourd'hui. Mais à partir du moment où il y a eu les pompes dans les différents quartiers de la ville, la fontaine est tombée dans l'oubli. Et à partir du XXe siècle, elle n'était plus du tout visitée par les habitants. Et donc, à partir de 2000, l'escalier a été découvert lors des travaux sur le parvis de l'église. Et donc, c'est à cette date qu'elle a été réouverte au public. Ainsi se termine notre visite d'Hervaux. Notez que des circuits de découverte du patrimoine nommés les chemins d'Aldéardre vous conduiront à la découverte des richesses patrimoniales de la commune.
À l'extérieur du centre-bourg, le domaine de Soulièvre est un lieu qui regorge d'histoire. Témoin de l'époque gallo-romaine, hébergeant un château jusqu'au milieu des années 50, il est aujourd'hui le partenaire des fêtes de famille et des manifestations des associations locales dans les écuries du château transformées en salle des fêtes. Avec 15 hectares de prairies et de bois le long du Thouet, ce lieu est idéal pour la détente, la promenade, les courses d'orientation scolaire et la chasse au trésor du géocaching néo-aquitain Terra Aventura. La suite de notre périple en Ervaudet Val du Thouet nous conduit dans la seconde petite cité de caractère de Gâtine-Poitevine, Saint-Loup-la-Mérée. Connue en région pour son festival de peinture et de sculpture et son marché de Noël, elle l'est encore plus grâce à ses bûches de chèvre fabriquées depuis plus de 130 ans. Notre guide touristique de l'après-midi est Léa Rouvreau, animatrice et guide pour les offices de tourisme de l'Ervaudet Val du Thouet. La ville s'est développée à partir du XIe siècle. Cependant, nous savons qu'il y a eu une installation beaucoup plus ancienne, à l'époque gallo-romaine. À quelques pas, on a notamment l'hypogée gallo-romaine de Loing qui peut témoigner et une ancienne voie romaine entre Poitiers et Nantes qui expliquerait en fait une occupation à cette période-là. La première trace écrite de Saint-Loup date de la fin du XIe siècle dans la Chartre de l'abbaye d'Ervaux, à quelques kilomètres d'ici. Le village va plutôt se développer à partir du XIIIe siècle. La cité devient vraiment florissante au XVIe et XVIIe siècle avec les tanneurs qui vont s'installer puisqu'on a ici le Thouet qui va traverser le village. On va avoir beaucoup de maisons justement de cette période-là, donc 15e et 16e siècle. On a vraiment cette architecture typique des maisons à colombage, dite également à encorbellement. À Saint-Loup, ce qui va être typique, c'est vraiment à l'intérieur de ces maisons, on va avoir ces escaliers en vis et en fait on pouvait communiquer de maison en maison. Les maisons de la rue sont beaucoup plus authentiques à gauche qu'à droite parce qu'en fait on a la pluie qui va tomber sur la droite, donc elles sont beaucoup mieux conservées. On sait que en France, certaines maisons à colombage avaient ces façades en bois sur les 4 faces de la maison, alors qu'ici en Deux-Sèvres on va vraiment toujours avoir cette architecture avec une façade harmonieuse avec les tuileaux, le bois et les contreforts en pierre, et les autres façades vont vraiment être en granit. On est ici à la maison du parquet, la maison de la Sénéchaussée, qui date de 1450. Elle est classée monument historique extérieur, mais également intérieur, ce qui en fait vraiment l'une des plus authentiques du village. Elle se visite lors des journées européennes du patrimoine grâce au propriétaire, monsieur et madame Miasso. Description faite des maisons que l'on peut retrouver dans la rue. On s'arrête devant l'une d'elles. Elle porte le nom de la rue. Nous sommes devant la maison de Théophane Vénard, qui est un prêtre missionnaire qui est parti porter la foi au Vietnam. C'est aujourd'hui un musée où vous pourrez découvrir son histoire. De nombreuses églises portent son nom en France aujourd'hui. Il fait partie des 117 martyrs de cette période. Une chapelle lui a également été dédiée. C'est un lieu important puisque c'est vraiment là-bas qu'il a eu la révélation de réaliser ce périple. Continuons notre balade en direction du château qui se trouve au bout de la grande rue. Sur notre chemin, la grande maison de la famille Arouet. Une plaque apposée sur la façade nous renseigne sur les relations de Voltaire avec Saint-Loup. Dans un prochain épisode sont prévues les visites de 3 hébergements insolites et d'exception, dont cette fameuse maison Arouet. Nous arrivons sur la place devant les grilles du château. Le tout premier Saint-Loup est né ici. On avait vraiment dans l'enceinte du château une église, la première vie du village, qui après va vraiment s'étendre et s'installer de part et d'autre du Thouet. On a vraiment un reflet de l'évolution des besoins et des modes, avec la partie médiévale où on va être vraiment sur des éléments défensifs, une tour qui nous permet d'avoir une vue sur les différents attaquants qui pourraient venir dans le village. Et après, on a vraiment cette bâtisse du XVIIe siècle qui là reflète bien de montrer sa richesse. On est sur cette architecture typique du XVIIe avec de nombreuses ouvertures, le toit en ardoise, une architecture typique d'un château qui est connu également, qui est le
château à Oiron, puisqu'on est sur la même famille en fait, qui s'est installée ici, qui a repris le château et qui a vraiment fait détruire une partie plus ancienne pour faire construire cette partie-là. Ils ont gardé le donjon qui permet de montrer vraiment le tout premier château. L'an dernier, le château a fait l'objet d'un tournage dans la première saison d'Objectif Gâtine. Vous pourrez en apprendre plus avec son propriétaire en regardant le 5e épisode, toujours disponible sur notre chaîne YouTube. Direction maintenant un lieu du village apprécié des marcheurs et pêcheurs pour l'ombre de ses arbres. De l'évolution de la ville au 15e et 16e siècle avec ces maisons à colombages qui se sont installées dans la rue Théophane Vénard, à quelques pas justement de la rivière qui se trouve près de nous. Il faut s'imaginer une place très différente, assez malodorante, puisqu'on a ces peaux d'animaux qui sont trempés dans le toué et les poulies, ce sont justement des systèmes qui permettent de soulever les peaux qui sont dans l'eau sans forcer énormément. Donc, elle s'appelle Place des Poulies. On a un exemple également derrière d'un hangar où on faisait sécher les peaux qui a été restauré récemment et qui montre vraiment l'importance de ces métiers ici. Aujourd'hui, la Place des Poulies est aussi un point de départ pour les randonnées sur le Toué en canoë, kayak et paddle. Depuis cette année, cette activité peut se pratiquer H24 de mai à septembre. Qui explique vraiment la présence des hommes ici à Saint-Loup. Au niveau de la place des Poulies et qui va traverser, qui a protégé une partie du village, qui explique l'architecture aussi puisque malheureusement on a connu beaucoup de crues à Saint-Loup. Le Toué est monté à de nombreuses reprises. À quelques kilomètres du bourg, vous pourrez effectivement emprunter nombre de pierrets pour traverser la rivière. Le Terra Aventura sur la commune vous emmènera jusque dans ces coins de nature préservés. En empruntant les bords du Toué, on peut apercevoir pont de pierre et pont de fer. C'est l'avant-dernière étape de notre visite. Pour nous raconter ce pan de l'histoire industrielle de Saint-Loup, Romane Fauvel, étudiante en master touristique, parcours ingénierie touristique et culturelle à l'université Le Havre Normandie. Donc derrière nous, on a le viaduc de Saint-Loup-sur-Toué, un ouvrage ferroviaire emblématique de la région et de la commune surtout. Il a été construit au 19e siècle et reliait Montreuil-Bellay à Niort, qui était aussi une partie de la première ligne Paris-Bordeaux. À cette époque, la France elle connaît un vaste mouvement de désenclavement grâce au développement des chemins de fer. Si l'objectif principal était de relier les grandes villes, il y a eu un réseau secondaire pour desservir les territoires plus ruraux comme la Gâtine. Le viaduc de Saint-Loup a été mis en service, lui, en 1882 par l'administration des chemins de fer français. Construire une voie ferrée dans un territoire vallonné comme celui-ci, c'est un défi vraiment très technique. Ce viaduc a été érigé pour permettre à la voie ferrée de franchir la vallée du Toué. Le viaduc n'est plus en service depuis la fermeture en 1980, tout d'abord pour les voyageurs et pour tout ce qui est marchandises en 2015. Mais le viaduc demeure un témoignage important pour le développement ferroviaire, mais aussi pour l'ingénierie de l'époque. Dans l'époque contemporaine de la commune, il y a aussi la Seconde Guerre mondiale et la Résistance. Son habitant le plus célèbre est certainement le docteur Boucher. Il entre dans la Résistance dès 1941. Tout en organisant cette dernière, il poursuit ses activités de médecin de campagne. Il rédigera de nombreux certificats d'inaptitude, évitant le STO à de nombreux hommes de la région. Daniel Boucher a notamment co-organisé le parachutage de plusieurs tonnes d'armes dans le Bocage et en Gâtine. Pour le 25e anniversaire de sa mort en 2012, une plaque commémorative et une stèle Les Chemins de la Liberté ont été inaugurées. Ainsi se termine notre premier épisode destiné aux petites cités de caractère de Gâtine-Poitevine. Pour en savoir plus sur l'histoire et découvrir le patrimoine de ces deux communes, n'hésitez pas à vous rendre dans les offices de tourisme d'Hervaux et de Saint-Loup. Vous profiterez d'un programme riche et varié tout au long de l'année et vous pourrez participer à des visites guidées thématiques. Dans le deuxième épisode de la saison, on vous embarque dans les rues de la capitale de Gâtine à la découverte des Journées européennes des métiers d'art coordonnées par la ville de Parthenay.